Bonjour tout le monde, je vais vous parler aujourd'hui du pattern OSIV de Spring. Je vais commencer tout d'abord par expliquer la structure de l'application exemple que nous allons utiliser tout le long de cette vidéo. Je vais par la suite expliquer le comportement par défaut de Spring quand OSIV est activé. Je vais par la suite désactiver OSIV et voir le comportement de l'application. Puis je vais vous expliquer via des exemples les alternatives possibles à OSIV. Et à la fin, on aura une petite conclusion et tout ça en moins de 5 minutes. C'est parti! Voici la structure de l'application exemple. Notre application Spring Boot sera composée de 3 couches classiques que vous connaissez certainement, une couche d'accès aux données, une couche business logic et une couche présentation access layer. Dans la couche d'accès, nous allons manipuler 3 objets, order, product et invoice. Entre order et product, c'est une relation many-to-many. Entre order et invoice, c'est une relation one-to-one. Nous allons utiliser Spring Data JPA pour implémenter les repositories et nous allons utiliser une base de type in-memory de type H2. Dans la couche business logic, nous allons implémenter deux services, order service et product service, qui représentent notre couche métier. Et sur la couche présentation, nous aurons deux contrôleurs qui vont exposer les ressources au format JSON. Nous allons utiliser la bibliothèque Model Mapper pour faire la projection de nos entités sur les DTO. Voici le comportement par défaut de Spring. Dans une application Spring Boot, la configuration par défaut consiste à instancier un filtre qui s'appelle OSIV, Open Session View. Ce filtre sera responsable d'instancier une session Hibernate à chaque fois que le serveur d'application reçoit une requête HTTP. Cette session Hibernate sera ouverte tout le long de la requête HTTP. Et à chaque fois que notre application aura besoin d'une session Hibernate dans le contexte d'une transaction, elle va plutôt utiliser cette session Hibernate au lieu d'instancier une nouvelle et créer une nouvelle connexion à la base de données ou utiliser une connexion dans le pool de connexion. À la fin de la requête HTTP, ce même filter va fermer la session Hibernate et libérer la connexion vers la base de données. Les avantages de ce pattern, c'est surtout une gestion très simple des transactions, puisqu'on va considérer qu'il existe une seule transaction par requête HTTP, scope request, et surtout, c'est une très bonne façon ou très bonne pratique pour gérer en fait ce qu'on appelle le lazy loading quand on va configurer les associations dans les entités JPA Hibernate de notre application. Les inconvénients majeurs, on peut les expliquer par le fait de confisquer une seule connexion à la base de données tout le long de la requête HTTP. Si votre code va faire des instructions qui durent dans le temps, et ben la connexion vers la base de données, elle sera confisquée pendant tout ce temps-là. Ce n'est pas une pratique conseillée, surtout pour la gestion optimisée des transactions, puisque la transaction, elle sera considérée sur le scope request. L'explication est dans le code. J'ai initié un projet Spring Boot à partir de Spring Boot Starter Parent version 3.2.0 Snapshot. J'ai utilisé la version 19 de Java et j'ai importé quelques starters qui sont Spring Boot Starter Data JPA, Spring Boot Starter Web. J'ai utilisé quelques bibliothèques comme Model Mapper pour la projection des entités sur des DTO, une base de données H2, Lombok pour auto-générer les getter setters sur nos entités et probablement si on va utiliser des tests unitaires, on aura Spring Boot Starter Test. Dans la configuration de notre application, j'ai indiqué à Spring Boot de désactiver une fonctionnalité qui est activée par défaut, qui consiste à ouvrir des transactions au niveau de JPA Repository. Et au lieu de ça, nous allons faire des transactions de manière déclarative. La structure de notre projet est classique. Donc, web pour la couche contrôleur, service, repository, les entités que nous allons gérer dans notre cas, et les DTO qui correspondent aux projections de nos entités. L'entité Order possède une association de type many-to-many qui pointe vers une liste de products et possède également une association de type one-to-one qui pointe vers une invoice. J'ai indiqué dans un fichier data.sql les données que je vais initier dans ma base de données afin de pouvoir faire nos cas de test. J'ai indiqué dans le fichier application.properties quelques instructions afin de jeter des logs au niveau de la gestion des transactions. Je démarre mon application et je m'assure que mon application tourne bien sur le port 8080. Dans le package web, j'ai implémenté un contrôleur qui va exposer deux web services sur l'espace de nom orders. Un premier web service qui permet de rajouter une commande, un order, et un deuxième qui permet de récupérer toute la liste des orders. Le premier web service qui permet de rajouter un order, en réalité, fait appel à deux services, add order et init invoice. Et chacun de ces services-là correspondent à des méthodes qui sont annotées avec la notation transactionnelle pour indiquer à Spring
qu'il s'agit de deux transactions différentes. Je fais Spring Boot Run et je démarre mon application et je m'assure que mon application elle a bien démarré sur le port 8080 qui est le port par défaut de Spring Boot. Je vais aller sur Postman et je vais appeler le web service qui permet de rajouter une commande. Dans notre cas, ce sera une commande qui contient banane et pomme. Une fois que j'ai exécuté mon web service, je vois très bien qu'il y a un résultat et que ma commande elle est bien créée. Je vais maintenant revenir sur les logs et je vais regarder ce qui s'est passé. Je vois très bien que mon transaction manager, il a bien créé transactions qui correspondent à la fois à Head Order et Init Invoice. Et dans les deux cas, il va créer deux transactions différentes. À chaque fois que le transaction manager il crée une transaction, il va utiliser, comme vous pouvez le constater ici, le même numéro de session. C'est une preuve que Spring Boot utilise la même session qui est déjà initiée par le filter OSIV Filter. Pour prouver l'apport de OSIV dans la gestion des transactions Spring, nous allons demander à Spring Boot de désactiver ce filter et voyons ce qui va se passer. Avant de désactiver OSIV, je rappelle que notre Order Controller possède deux web services, le premier qui permet d'ajouter un order et le deuxième qui permet de lister toute la liste des orders. Nous avons bien indiqué que dans l'entité order, il y a une association avec les produits de type many-to-many avec un fetch type de type lazy. Dans les logs, nous devons trouver quelque part une log qui nous indique que par défaut, ce filter il est bien activé et qu'il faut peut-être le désactiver si on veut le comportement sans OSIV. Je vais maintenant dans mon Postman et je vais réexécuter le même test pour prouver que tout fonctionne très bien. J'ajoute une commande, vérifie que tout fonctionne très bien. Je vais aller maintenant tester plutôt get sur order et vérifier que le web service qui permet de retourner toute la liste des orders fonctionne également. Donc maintenant, tout fonctionne très bien et tout est dans l'ordre. Je vais maintenant dans mon application.properties et je vais indiquer à Spring Boot qu'il faut désactiver le filter OSIV en indiquant via une configuration qu'il faut le désactiver. Et ça via cette ligne-là. Je redémarre mon application et je vérifie que le warning disparaît et que mon application tourne bien sur le port 8080. Je réexécute le même test à nouveau sur Postman, celui qui permet de rajouter un order. Tout fonctionne très bien. Je vais maintenant sur le web service qui permet de retourner toute la liste des orders et je le réexécute. Maintenant, j'ai une erreur qui m'indique qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans mon code. Si je vais dans les logs, Spring m'indique clairement qu'il y a un problème de lazy loading et ça surtout quand il va essayer de récupérer la liste des products associés à l'order, tout simplement parce que cette liste-là, elle n'était pas chargée au début, comme il s'agit d'une association many-to-many avec un fetch type de type lazy. L'explication de ce qui vient de se passer, c'est que en activant OSIV Filter, Spring il va instancier une session Hibernate tout le long de la requête HTTP. Ainsi, quand Spring essaye d'accéder à des listes qui ne sont pas chargées dans le scope de la transaction, il va réussir à trouver une session ouverte, ce qui va lui permettre de récupérer ces informations. Contrairement à un mode où on désactive OSIV, dans ce cas, la session sera valable uniquement au niveau du scope de la transaction. Dans ce cas, quand Spring essaye d'accéder à cette liste ou à cette collection qu'on a indiqué qu'elle sera chargée en mode lazy, Spring ne va pas trouver de session Hibernate, il va tout simplement sortir ou nous indiquer qu'il y a une erreur de lazy loading. Il existe d'autres façons pour remédier au problème de lazy loading, soit en demandant à Hibernate de charger les associations en utilisant hibernate.initialize, soit en utilisant les entity graphs, soit tout simplement en demandant à Hibernate qu'il doit charger les associations avec un fetch mode de type igor. Je vais encore une fois désactiver le filter OSIV dans mon application.properties et je vais aller dans ma classe entité order et je vais indiquer à Hibernate qu'il va charger maintenant mon association avec un fetch type de type igor et je redémarre mon application. Je reviens sur Postman et je vais réexécuter maintenant le service qui permet de rajouter un order. Voyons ce qui se passe dans les logs. Tout se passe très bien ici. Dans mes logs, je vois très bien que mon transaction manager, il a bien créé deux transactions, une qui correspond à Add Order et la deuxième qui correspond à Init Invoice. Contrairement à tout à l'heure, où OSIV est activé, maintenant j'utilise bien deux sessions Hibernate différentes. Car au niveau de la première transaction, chaque fois que j'instancie une nouvelle transaction, Hibernate il associe une nouvelle session
à la transaction puisque l'OSIV est désactivé. Je reviens sur mon Postman maintenant et je vais exécuter la requête qui n'a pas fonctionné tout à l'heure. Tout se passe très bien. Pour conclure, choisir entre activer ou pas la fonctionnalité OSIV dans votre application est un critère très important à décider dès les premières phases de conception de votre application. Si vous optez pour OSIV, vous bénéficiez d'une gestion optimisée des associations dans les entités qui présentent des relations avec un fetch mode type lazy, car vous n'aurez à charger que les données en cas de besoin. Et ça d'une manière très pratique et très simple. D'où l'apport de OSIV à la productivité du développement. Par contre, vous exposez votre application à des risques de performance puisque les connexions à la base de données dans le pattern OSIV seront confisquées tout le long de la requête HTTP, indépendamment de la nature des traitements qui sont derrière, que ce soit des lectures de fichiers ou des appels à d'autres web services, etc., etc. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on considère OSIV comme un anti-pattern. Si vous optez pour désactiver OSIV, vous devez, dans ce cas, gérer les transactions vous-même et de manière très précise. C'est un travail très important à faire, mais vous devez opter pour ce choix si vous avez plus d'expérience avec les patterns JPI et Hibernate. C'était Marvin, je suis architecte logiciel et je travaille pour une banque française. J'espère que ma vidéo vous a apporté des connaissances. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de pouvoir continuer à vous proposer des vidéos autour des concepts Java Spring. Au revoir.